Mon regret, c'est d'être là, sans que personne ne puisse me voir, me sentir, me toucher, m'aimer simplement. On se souvient de moi par hasard. Tiens, là, à cet instant, qui se souvient de moi? Personne. Et ça passe, mais ça ne casse pas. Un enfant grandit, bigre, qu'il pousse vite. Il est beau, on est heureux, mais on ne se rend pas compte que moi je passe, invisible et indifférent. Mais au fait, qui suis-je? Eh bien, je suis le temps qui passe tout simplement. J'ai décidé de partir loin d'ici. Je t'emmène pas avec moi. Tu resteras avec papa, c'est lui qui t'élèvera. Papa, pourquoi maman elle s'en va? Ça y est, la bagarre commence. Mieux vaut pas rester là. Il faut aller dans la cabane, sous le lit. Et tous les amis tout doux vont garder l'entrée. On sera bien. Tu avais tout ici! Tu avais tout! On dit que dans la vie, il faut avoir la foi. Ça aide à supporter les épreuves. Mais quand on a 6 ans, on ne sait pas ce que c'est que la foi, et même on ne sait pas ce que c'est que Dieu. Mais on sait peut-être ce que sont les anges. Les anges, parfois, ils ont de grandes oreilles, des moustaches. Ils sont de toutes les couleurs et on peut les serrer contre son visage très fort. Mais tu comprends donc pas que j'étouffe ici? Que j'ai besoin de voir autre chose, d'aller ailleurs? Eh ben va-t'en! Fiche le camp! Pars d'ici! On n'a pas besoin de toi! On n'a pas besoin de toi! On n'a pas besoin de toi, tu sais! Les anges, parfois, ils ont de grandes oreilles, des moustaches. Ils sont de toutes les couleurs et on peut les serrer contre son visage très fort. Souvent, heureusement, les anges sont bien humains et de leur bouche sortent des mots doux et tendres, parfois amusants. Et leurs mains se glissent dans les cheveux pour les caresser. Tu es rentré? Tu dormais? Je vous entendais. Ah, tu nous entendais nous disputer. J'aime pas quand vous criez. Tu sais, les grands se chamaillent aussi. Comme tes copains et toi à l'école. Tu m'en veux? Pas pour ça. T'es jamais là. Et puis j'ai des monstres dans ma chambre. T'as des monstres dans ta chambre. Il n'y a pas de monstres dans ta chambre. Puis t'es un grand garçon. Tu t'es fait mal? Oh non, ça c'est rien. Tu restes un peu avec moi. Ce soir je peux pas, mais... Tu vois, tu pars et tu vas pas revenir. Maman, elle dit toujours que c'est pour le travail. Mais je sais bien que c'est pas vrai. Tu vas plus habiter ici? Non, mais... Je viendrai quand même te voir. Enfin, si tu veux. Tu veux? Tu resteras toujours mon petit bonhomme. Mon grand bonhomme. Tu pleures? Non, c'est rien, c'est la lumière.
principales difficultés qu'il rencontre au quotidien? Ces difficultés, de discuter avec des entendants. Maxime, en fin de compte, je dirais qu'il reste dans sa bulle. C'est son monde à lui. Et avec la famille, ça va. Mais en dehors de la famille, le monde des entendants, non, il le refuse complètement. Complètement. Il le refuse et puis il le rejette même. Il le rejette. Donc c'est pour ça qu'il est dans ses jeux vidéo, sur Skype avec ses copains, il discute. Des fois je le vois, il discute pendant 2-3 heures avec ses copains, sans pour autant jouer. Mais j'aimerais que ce dialogue, il l'ait avec moi et avec les autres, entendants. Mais non, c'est avec les malentendants ou avec les sourds aussi. Il y a des amis sourds, oui. C'est surtout le déplacement et surtout se faire comprendre, ce qui est beaucoup plus dur pour elle. Maintenant, elle a bien pris l'habitude, quand je l'envoie chercher du pain, que je l'envoie quelque part dans un magasin et qu'elle doit demander quelque chose, automatiquement, elle dit qu'elle est sourde. Et généralement, les commerçants font beaucoup plus attention à elle. Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus facile parce qu'ils ont des ouvertures visuelles. Mais sinon, l'échange, la communication, se faire comprendre, quoi. Se faire comprendre et puis après, se faire accepter dans la différence et dans l'échange, oui. Voilà ce que je dirais la plus grosse difficulté. Ne pas passer pour un débile. dans la vie de tous les jours quand on a une maman sourde? Faut tout gérer. Il faut gérer le téléphone, faut gérer les rendez-vous, faut aller interpréter à tel ou tel rendez-vous. Faut être disponible en fait. Parce que sinon, y a pas personne qui interprète, y a personne. S'ils y vont tout seuls, ils peuvent tout faire tout seuls. Sauf que, admettons, ma mère, si elle va à un rendez-vous médecin toute seule sans moi et que j'interprète pas, ni ma soeur qu'elle est pas là, elle va dire oui tout le temps même si elle comprend pas. Donc pour pas faire répéter, si elle va faire répéter peut-être une fois, et si elle voit qu'elle a pas compris, elle va dire oui. Alors qu'elle a pas compris. Elle rentre et elle me dit j'ai pas compris. Elle est gênée de toujours dire comment, elle veut pas le répéter plusieurs fois, donc du coup elle dit. Puis quand elle demande d'écrire, des fois, voilà, même quand ils écrivent, il y a des mots qu'on emploie qu'ils comprennent pas forcément, parce qu'ils parlent plus en langage simple par rapport à nous. Donc voilà, c'est des fois on voit qu'elle comprend pas, hein. Les gens lui parlent, elle dit oui, on dit maman non, faut pas dire oui là parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai. Dit quoi. Après elle dit ah mince. Mais on la voit faire, elle dit oui. Je dis mais non, t'as pas compris. Donc je retraduis derrière, mais il y a des petits trucs comme ça. Mais sinon ouais, c'est la vie de tous les jours. Mais après elle fait tout toute seule, hein. Elle a pas. Mais c'est surtout les rendez-vous importants, au cas où s'il y a des trucs. La réunion parents-prof. On n'a pas connu forcément. Elle ne venait pas. On était tranquille. Les rendez-vous du directeur où on traduisait ce qu'on voulait. Bah moi je demandais un compte rendu et je donnais que les positifs. J'avoue. C'est vrai qu'on en a pas mal profité. Enfin pas profité, non mais... C'était bien. Ce
qui me marque le plus ici, c'est que je vois que 80% de cette ville de Sevran est délaissée par le manque de moyens, le manque de vie. Dans quelle vie? Encore là, il n'y a pas à se plaindre. Moi, je travaille dans la démolition. À ce que je vois depuis 2-3 ans, on va dire, ça rénove, ça essaye, ça reloge. Ça essaye de faire des aires de jeu pour les petits, des terrains de foot et tout. Ce qu'on n'avait pas avant, ce qu'on se plaignait. Nous, on jouait entre les bites, entre le parking, au milieu des voitures. On mettait accroché à la voiture, on contournait la voiture. Et après, il y avait notre pote. Tu vois ce que je veux dire? On jouait au milieu de la cité. Maintenant, ils construisent des terrains. On va pas se plaindre parce que ça avance pour les petits. Des trucs qu'on n'a pas eu. Mais en gros, c'est comme je me redis, c'est toujours la même merde. Après, c'est clair, maintenant, comment ça casse, ça ouvre un peu la cité, ça devient plus beau. Mais que de vue, hein. À l'intérieur, tu rentres, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on reparle de tout. Comme nous, là, on travaille, on n'a pas travaillé depuis 3 ans. Là, on travaille parce que ça casse dans Sevran. Et ils vont pas dire qu'ils étaient obligés, mais ils étaient forcés de prendre 2-3 personnes du quartier, comme dans chaque cité où ça travaille. C'est pas plus facile pour eux, mais ça faut donner un peu de temps de travail. Mais après ça, on ne sait pas ce qu'on devient. Hein. Et le bâtiment, dans 2 mois, il est mangé. Hein. On pouvait le casser nous tout seuls, que les habitants de Sevran, façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, après, on ne sait pas, on va travailler, on ne sait pas ce qu'on devient, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et depuis 10 ans, depuis 20 ans, on vit comme ça dans le ghetto. Et on essaye, on s'en sort. Malgré tout, quand on se réveille, vous avez vu, je parle avec vous, je garde le sourire et tout. Voilà. Ce qui se passe chez nous, en gros. Après, tranquille. Hein.